Bonjour à tous, je m'appelle Morgane et aujourd'hui je vais vous expliquer comment je suis devenue développeuse. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas particulièrement de vocation jeune. Quand j'étais enfant, ado, je m'intéressais pas particulièrement à la programmation ou à l'informatique. J'aimais bien les ordinateurs, mais c'était surtout pour traîner sur MSN à l'époque. Donc rien de plus que ça. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, j'ai eu mon bac et là, je me suis un peu demandé qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. J'étais assez intéressée par la médecine, mais la première année, ça me faisait assez peur. Du coup, je me suis dit, bah, je suis intéressée par la biologie. Ça peut être éventuellement un pont vers la médecine plus tard, donc pourquoi pas faire de la biologie. Du coup, je me suis inscrite en classe préparatoire bio, BCPST, donc biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Donc, en fait, on avait de la biologie, mais aussi pas mal de maths et de physique-chimie. Et bon, bah, pour ceux qui ont fait une classe prépa, c'est quand même quelque chose de très, très, très intense. Je ne l'ai pas forcément bien vécu. Euh, les, L'ambiance était très compétitive en plus, ce qui ne me convenait pas forcément. Par contre, en deuxième année, en cours de maths, on avait 2 heures par semaine d'initiation à la programmation, en MATLAB à l'époque. Donc, par exemple, un des premiers exercices qu'on avait fait, c'est coder un jeu de morpion, et aussi, c'était beaucoup coder des exercices de maths. Et là, du coup, ça a été un peu une révélation. Je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup, que c'était quelque chose que je trouvais assez facile et intuitif. Et vraiment, j'ai découvert la programmation à ce moment-là, et ça m'a beaucoup plu. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite après en master de bioinformatique, donc qui alliait justement les deux choses qui m'intéressaient, c'est-à-dire la biologie et la programmation. Donc, qu'est-ce que c'est la bioinformatique? En gros, c'est de la programmation appliquée à la biologie. Donc, on avait des cours de programmation, d'algorithmique, de Java, de C, mais aussi des cours de biologie, de génétique. Et on apprenait par exemple à modéliser des molécules en 3D ou à analyser de l'ADN grâce à la programmation, en Python notamment. À la fin de mes études, je me suis un peu demandé ce que j'allais faire parce que le problème, c'était qu'après ce genre d'études, la plupart des débouchés, c'est de la recherche en fait. C'est faire de la recherche et moi, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Du coup, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a dit Hey Morgane, je vais monter mon bar. Est-ce que ça t'intéresserait par hasard de monter un bar avec moi et qu'on s'associe pour faire ça ensemble? Du coup, moi qui ne savais pas exactement ce que je voulais faire, je me suis dit, bah tiens, super idée, euh, je vais me lancer dans ce projet et on va tester ça. Du coup, ça a duré pendant 2 ans et demi, presque 3 ans, où j'ai géré, managé ce bar, je gérais les soirées, je gérais toute l'équipe de barmaid. Du coup, ça a vraiment été une super expérience qui m'a vraiment beaucoup apporté, qui m'a ça m'a appris à être plus à l'aise en public, ça m'a appris à prendre des décisions rapidement, à gérer des problèmes qui arrivaient pendant les soirées. Donc vraiment très très positif. Au bout de ouais, 2 ans et demi, 3 ans, je me suis dit, bon, par contre, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire toute ma vie. J'aimerais bien retourner un petit peu dans ma formation de base, en fait. Donc, repartir un peu dans l'informatique. Là, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai demandé une rupture conventionnelle pour pouvoir toucher du chômage. Et en fait, comme en bioinformatique, j'avais fait pas mal de statistiques et d'analyse de données, on avait fait du machine learning aussi, je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien faire de la data science. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, j'ai pris quelques mois pour me poser et pour apprendre par moi-même. En fait, j'ai fait pas mal de cours en ligne, j'ai lu des livres, je me suis vraiment auto-formée. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, bon, ça y est, j'ai appris pas mal de choses, je me sens prête à commencer à postuler dans des entreprises. Donc j'ai postulé dans une entreprise qui m'a donné un exercice, en fait, qui m'a donné un jeu de données à analyser et qui m'a demandé d'écrire un rapport sur ce jeu de données. Euh, Allez, c'est parti, j'ai fait ça. Et j'étais vraiment contente de mon rapport, je leur ai envoyé et ils étaient plutôt contents aussi. Ils m'ont appelé pour faire un entretien. Sauf que du coup, cet entretien, ça a été une catastrophe complète parce que moi, je m'étais vraiment concentrée sur le côté très
pratique de comment utiliser la programmation pour analyser des données. Et en fait, cet entretien a été très, très théorique sur vraiment la théorie derrière la plupart des algorithmes. Et moi, la théorie mathématique, je l'avais vue un peu, mais je la connaissais pas par cœur. Et du coup, ça a été un peu une catastrophe. Donc, je suis sortie de là assez découragée. Je me suis dit, bon, là, je me sens pas forcément de continuer encore plusieurs mois à me plonger dans des théories mathématiques. C'est pas forcément ce dont j'ai envie. Et là, je me sentais pas trop de le faire. Mais du coup, comme j'étais inscrite à Pôle emploi, je recevais régulièrement des mails de Pôle emploi pour me proposer des postes ou des formations. Et en fait, ils m'ont envoyé un mail pour me proposer une formation de reconversion qui s'appelle POEI, qui est une formation de reconversion de 3 mois, qui était destinée à des personnes qui avaient un bac plus 5 scientifique, donc en mathématiques, biologie, chimie, ce genre de choses. Donc, ce qui me concernait complètement. Et en fait, c'était une formation qui était complètement financée par Pôle emploi, qui me permettait de continuer à avoir mes allocations chômage, donc complètement payée. J'étais payée pour faire une formation. Et en plus, un autre avantage, c'était que c'était en association avec une entreprise. Et en gros, ça permettait d'avoir un CDI à la fin de la formation pour pouvoir travailler dans une entreprise directement après. Donc vraiment, très très intéressant. Donc cette formation, comment elle s'est passée? Donc elle était à destination de gens qui n'avaient jamais fait de programmation. Donc en gros, la première partie, on a fait une initiation au Java, où on a vraiment appris les bases de Java, de la programmation en Java avec un formateur. Et ensuite, on avait un autre formateur qui nous a appris la partie plus web. Donc J2E qui est un framework web pour Java. On a aussi fait du JavaScript. On a aussi un petit peu étudié comment faire des applications mobiles avec Android. Donc c'était une formation assez complète, mais du coup très rapide. 3 mois, c'est pas suffisant pour aller en profondeur sur les sujets, mais c'est suffisant pour voir un peu de tout et avoir les bases en fait. Donc sachant que moi j'avais déjà quelques bases en programmation, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, il faut savoir que dans mon groupe de formation, il y avait des personnes qui n'en avaient jamais fait de leur vie et pour qui ça s'est très bien passé aussi et qui sont maintenant développeuses. Donc vraiment, c'était vraiment très intéressant. Du coup, à la fin de cette formation, donc tout mon groupe, on a tous été recrutés par Capgemini. Capgemini, c'est une ESN, une société de services. Donc, on était consultants et on pouvait être envoyé en mission dans différentes entreprises. Donc, moi, j'ai été envoyée en mission pour Enedis, qui est une entreprise de distribution d'électricité. Et dans cette entreprise, je me suis retrouvée seule développeuse au milieu d'un groupe de non-développeurs, en fait. Donc, qui étaient des personnes qui faisaient pas mal de recettes, par exemple. Et en fait, ce qui se passait, c'était que je devais faire des outils pour aider un petit peu à leur travail au jour le jour. Donc, c'était beaucoup d'automatisation sur des manipulations de fichiers, par exemple. Donc, c'était super intéressant parce que comme j'étais toute seule et que mon manager me laissait beaucoup de liberté, en fait, du coup, je pouvais vraiment choisir, moi, comment je voulais faire les choses. Et tant que ça marchait à la fin, il n'y avait pas de souci. Donc, moi, par exemple, j'aimais beaucoup travailler en Python parce que c'est ce que j'avais appris à la fac. Donc, j'ai pu travailler en Python, par exemple. Très intéressant. Par contre, j'étais toute seule et le problème que ça a, c'est que du coup, j'avais personne de plus senior pour pouvoir m'apprendre un peu des bonnes pratiques, pour m'aider, ce genre de choses. Donc ça, c'était un petit peu un inconvénient. J'ai fait le choix de mettre à chaque fois le salaire que j'avais parce que je sais que quand on veut faire une reconversion ou quand on cherche à se renseigner sur un métier, on est assez curieux de savoir combien on est payé et comment ça va se passer. Donc moi, j'ai fait ce choix-là. Et en plus, comme on était tous le même groupe de formation, on a tous le même contrat, on a tous démarré au même salaire. Donc là, par exemple, chez Capgemini, j'avais démarré à 35 000 € par an. Donc comme je disais, j'étais toute seule et je commençais un petit peu à avoir fait le tour du sujet. Du coup, je commençais un petit peu à réfléchir à changer. Et à ce moment-là, il y a une entreprise qui m'a contactée et qui m'a proposé de passer des entretiens avec eux. Donc cette entreprise s'appelle Kepler. C'est une entreprise qui suit le transport et la vente de matières premières par bateau. Donc du transport de pétrole, de charbon, ce genre de choses.
Et eux, ils m'ont proposé un poste de support data engineer. Donc, qui n'était pas un poste de développeuse, mais un poste de support technique interne. Donc, en gros, qu'est-ce que je devais faire? J'avais des analystes internes dans l'entreprise qui venaient me rapporter des bugs ou des problèmes sur la plateforme. Et moi, mon rôle, c'était d'analyser ces bugs et soit de les corriger moi-même, soit de les rediriger à un autre développeur. Et j'interagissais principalement sur une plateforme d'analyse de données, donc en Python. Moi, j'ai accepté ce boulot en me disant, bah, la data science, ça m'intéresse, les sujets de data, ça m'intéresse. Ça me permettrait peut-être de mettre un pied dedans, en fait. Sauf que le problème, c'est que je me suis rendu compte que ce travail de support, ça ne me convenait pas particulièrement. En fait, ce qui se passait, c'est que on peut jamais vraiment se concentrer sur un sujet parce qu'on est toujours interrompu, parce qu'il y a toujours des alertes, il y a toujours quelqu'un qui vient rapporter un problème. Donc, c'est très difficile de se concentrer sur un sujet. Et je sais qu'il y a des gens qui apprécient ce genre de travail, mais moi, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Par contre, cette année-là, ça a aussi été l'année où j'ai commencé à m'impliquer avec les 10 of Code. Ça a été l'année où j'ai commencé à assister à des meet-ups, où j'ai aussi commencé à organiser des apéros. J'ai organisé un atelier aussi de prise de parole en public. Donc vraiment, ça a été vraiment une révélation de vraiment m'impliquer dans ce groupe. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses aussi. Et en discutant avec des personnes des 10 of Code, elles m'ont parlé d'une plateforme de recrutement qui s'appelle Talent et qui permet de trouver un boulot. Du coup, je suis passée par Talent pour chercher un autre travail. Donc, Talent, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme sur laquelle on met son CV. Et ensuite, c'est les entreprises qui viennent nous parler pour nous proposer éventuellement un poste et passer des entretiens. Donc, en fait, c'est un process qui est très, très, très intense parce qu'en un mois, on passe beaucoup, beaucoup d'entretiens. Faut être prêt parce qu'on fait vraiment que ça. Mais du coup, à la fin, j'ai été embauchée par une entreprise qui s'appelle One Fine Stay, qui est une entreprise qui est une sorte de Airbnb, mais pour des appartements et des villas de luxe. Donc là, pour le coup, j'ai été embauchée en tant que back-end développeur et en Python. Et du coup, pour le coup, là, j'ai été vraiment beaucoup mieux sur un poste vraiment de développeuse et vraiment, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup plus. Mais assez rapidement, j'ai participé à un meet-up de Ladies of Code dans une autre entreprise qui s'appelle Alan. Et il y a une personne de chez Alan, Daphné, qui a présenté un peu la manière dont eux ils fonctionnent, la manière dont leur équipe d'ingénieurs et toute l'entreprise s'organise et travaille. Et vraiment, ça a été un gros coup de cœur. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Et du coup, j'ai postulé chez eux, même si ça faisait pas très longtemps au final que j'étais chez One Fine Stay. J'ai tenté le coup. Et j'ai passé le process de recrutement qui était plutôt long, mais au final, j'ai été prise, ils m'ont fait une proposition en janvier. Et là, du coup, ça fait un mois que je suis chez Alan en tant que software engineer. Donc là, du coup, c'est un poste qui est full stack. Donc, je vais, en plus de faire du back-end en Python, je fais aussi du front-end que je ne connais pas, donc je suis en train d'apprendre. Et comme vous le savez, on est en confinement. Ça fait un mois que je suis arrivée et du coup, j'ai fait le démarrage en confinement, complètement en télétravail. Donc ça a été assez intéressant parce que, par exemple, ils nous ont envoyé nos ordinateurs par coursier parce qu'on ne pouvait pas du tout aller dans les bureaux. Et du coup, en plus d'arriver dans une nouvelle entreprise, j'arrive complètement en télétravail dans un contexte qui est assez particulier. Mais honnêtement, ça se passe parfaitement bien. L'équipe est super bienveillante et je me sens vraiment à l'aise dans ce boulot-là. Donc vraiment, ça fait super plaisir. Donc pour finir, je voudrais vous donner quelques petits conseils par rapport à mon parcours. Alors déjà, premièrement, c'est de ne pas rester bloqué sur une idée. Moi, par exemple, j'avais cette idée de faire de la data science et au final, ça n'a pas fonctionné. Mais tant mieux, en fait, parce que du coup, j'ai découvert une voie qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup plus et dans laquelle je me sens bien et épanouie. Donc, il ne faut surtout pas hésiter parfois à changer de voie, en fait. Ensuite, même ce qu'on peut imaginer comme étant des mauvaises expériences, ça apporte toujours quelque chose.
Par exemple, mon expérience dans un bar, bah là, effectivement, ça n'a rien à voir avec l'informatique, mais finalement, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça me permet de me distinguer, ça m'a appris beaucoup de choses, donc c'est super intéressant. Mon expérience en tant que sur un poste plus de support, bah effectivement, ça me plaît pas particulièrement, mais ça m'a appris que c'est quelque chose qui me plaît pas, donc c'est toujours bon à apprendre. Ensuite, un autre conseil, c'est que si ça se passe pas bien ou que le travail ne plaît pas ou qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut surtout pas hésiter à partir et pas rester trop longtemps coincé dans un endroit au final qui ne convient pas. Je vous conseille aussi de participer dans la communauté tech, d'aller participer à des meet-up, d'aller regarder des talks, éventuellement de s'investir aussi pour en organiser, parce que vraiment ça apporte beaucoup de choses et faire partie d'une communauté comme ça, c'est vraiment super. Un autre conseil, c'est faire attention au syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est quand on ne se sent pas légitime sur un poste, qu'on a l'impression de ne pas être au niveau, de ne pas être suffisamment bon. Et ça arrive très souvent chez les femmes développeuses et surtout quand on a fait une reconversion parce que justement, on a l'impression de ne pas être au niveau techniquement et d'être un peu en retard par rapport aux autres. Et ça, ce n'est pas du tout le cas parce que déjà, quand on a une autre expérience du monde du travail, on a appris beaucoup de choses, même si ce n'est pas des choses techniques, on a appris beaucoup de choses qui nous servent tous les jours, de la communication, ce genre de choses. Ensuite, le niveau technique, il finit par venir. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas s'inquiéter et c'est important d'avoir confiance en soi. Et ensuite, pour aller avec ça, surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Dans une entreprise, les collègues sont là pour aider, il ne faut surtout pas hésiter à leur demander de l'aide. Et dans des communautés comme les of Code par exemple, ou d'autres communautés, les gens généralement sont prêts à aider, donc surtout ne pas hésiter. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon, super talk, Morgane, merci beaucoup. Donc, on va commencer cette session de Q&A. J'essaierai d'être la plus claire possible. Donc, première question un peu générale que je pense qui est très intéressante et que je vais poser à toutes les speakers. Donc, pour les personnes qui travaillent dans l'informatique, j'aimerais savoir si elles trouvent leur job utile et d'où vient leur satisfaction au travail. Oui, c'est une bonne question parce que effectivement c'est une question que je me suis déjà posée, notamment dans mon dernier boulot où j'étais dans le secteur du tourisme de luxe, où justement j'avais cette impression de pas vraiment être utile à la société et de faire quelque chose faire un travail qui n'avait pas vraiment de sens en fait. Et pour le coup, c'est une des raisons qui a fait que j'ai postulé chez Alan, parce que travailler dans le secteur de la santé, là pour le coup, je sens que j'apporte vraiment quelque chose d'utile. Et là, encore plus dans le contexte du coronavirus, je travaille dans l'équipe qui vraiment s'occupe de développer notre produit qui va être là pour aider les gens dans le contexte du coronavirus. Donc vraiment, ça me donne vraiment beaucoup plus l'impression d'avoir un sens. C'est génial ça. Du coup, pour rebondir un peu sur Alan, donc là, il y a quelqu'un qui a posé une question sur les processus d'embauche, mais du coup, chez Alan, est-ce que tu as eu des tests techniques à réaliser également via les échanges sur talent? Ça, je ne suis pas sûre de bien comprendre, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le recrutement, le process chez Alan, en fait? Oui, bien sûr. Et je peux juste attendre 5 minutes et j'arrive. Pas de souci. Allez, à tout direct. Je vais relire les questions en attendant. Ok, je suis de nouveau là. Yes. Du coup, alors, effectivement, donc à chaque fois qu'on postule quelque part, il y a toujours des tests techniques. Alors, il y a différents types de tests techniques que j'ai pu avoir. J'ai pu avoir des tests à faire chez moi et ensuite à envoyer. Chez Alan, ça n'a pas été le cas. Ça a été des tests à faire sur place, des exercices à faire sur place. Il y avait
deux tests techniques. Et ensuite, j'ai passé toute une journée chez eux. Et là, il y a eu un troisième test qui était pour travailler sur leur code base à eux. Alors que les deux premiers tests, c'était plus des exercices d'algorithmique. Yes, on est d'accord que pour ça, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner et que grâce à de l'entraînement, on peut y arriver et que ça, avec l'expérience aussi, on est de plus en plus à l'aise. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je me suis rendu compte, justement, l'année dernière, j'ai fait quand même pas mal d'entretiens avec Talent et il n'y a pas tant que ça d'entretiens qui font des tests sur tableau blanc. Moi, c'est quelque chose qui me faisait très peur parce que je suis pas forcément à l'aise à faire des exercices d'algorithmique sur un tableau blanc et j'ai l'impression que ça se fait plus trop. Et tant mieux parce que je trouve que c'est pas forcément adapté parce que au final, on teste quelque chose de différent de ce qu'on va faire au travail au jour le jour. C'est vrai, certains process de recrutement ne reflètent pas du tout le travail en fait tel qu'il est. Enfin, c'est pas évident de calibrer son process. Mais du coup, il y a une question parce qu'il me semble en plus que tu fais du Python chez Alan, non? Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de travailler côté back avec Python? Plein de choses. Déjà, c'est un langage que je connais bien parce que c'est celui que j'ai étudié à la fac, que j'ai utilisé plusieurs fois. C'est un langage que je trouve plutôt élégant et très facile à lire, en fait. Et moi, je trouve que c'est quand on travaille en équipe, au final, on passe plus de temps à lire du code qu'à en écrire et à travailler avec un langage facile à lire et clair et pas trop verbeux. Je trouve ça vraiment très, très agréable. Ouais, c'est vrai, oui, il n'y a qu'une seule manière de faire. C'est un peu plus simple peut-être que à maintenir que du JavaScript très verbeux. C'est vrai. Du coup, il y a une question aussi que je trouve super intéressante. Donc, on va juste bifurquer un peu du côté technique. C'est comment vous gérez en start-up quand vous êtes face à une boroculture sexiste, raciste, homophobe ou des blagues lourdes / grasses? Alors, pour le coup, personnellement, j'ai eu la chance de jamais avoir vraiment vécu ce genre d'ambiance. Donc, pour le coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai toujours été dans des environnements où ça se passait bien, où il n'y avait pas trop ce genre de blagues. Donc, tant mieux. Je croise les doigts pour que ça continue. Ça a l'air d'être plutôt bien parti pour l'instant. Voilà. Ouais, surtout chez Alan, je pense qu'ils sont sensibles à la diversité et c'est une de leurs... Ça se passe très bien là-dessus, aucun souci. Ouais. Et de l'inclusion, ouais. Dans les startups, ils travaillent beaucoup là-dessus, donc c'est quand même en train de changer et on fait tout pour que ça change. Et du coup, il y a une autre question. Donc, après tout ce parcours, Morgane, tu as quelles envies? Qu'imagines-tu pour la suite, même dans tes rêves les plus fous? Déjà, de toute façon, je viens d'arriver chez Alan, donc pour l'instant, j'ai bien envie d'y rester parce que je trouve que ça se passe très bien. Et ensuite, d'une manière plus générale, moi, je me verrais bien travailler plus en remote. Et là, pour le coup, comme ça fait un mois que je travaille en remote, je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît et ça se passe très bien. Parce que, idéalement, j'aimerais bien pouvoir voyager et travailler en même temps. Peut-être aller passer un mois ou deux dans une ville à l'autre bout du monde et pouvoir bosser de là-bas et puis après changer d'endroit. C'est quelque chose qui me plairait vraiment beaucoup. Ouais, mais ça, c'est génial. C'est les chances de faire ce métier, en fait, qui nous permet une fois qu'on a un confort et un certain niveau, une grande liberté de choix de vie, quoi. Exactement. Donc, je vois d'autres questions qui viennent d'arriver. Il me semble qu'on a encore le temps pour prendre quelques questions. Donc, bonjour et merci. Je me demandais à partir de quand on sait qu'on est prête à postuler à des offres? Quel niveau doit-on atteindre avant de se lancer? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est important de se lancer assez rapidement parce qu'au final, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le tas dans l'entreprise. Faire des formations et faire des exercices chez soi, c'est bien, mais au final, c'est pas ça qui va nous apprendre vraiment le travail en lui-même. Donc, moi, je pense qu'il faut pas trop attendre. Il faut se lancer assez rapidement. Ouais, je suis d'accord parce qu'en plus, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est un métier où on apprend en permanence, donc on peut pas tout savoir et que du coup, on peut jamais être vraiment prête à 100% en fait. C'est ça. Et au final, même si au final il s'avère qu'on n'était pas prête, ça fait toujours des entretiens de tests et c'est toujours
bien de s'entraîner à faire des entretiens, à faire des exercices. Ça sera toujours ça le prix, en fait. Ça sera jamais perdu. Oui, exactement. Et puis, il y a des entreprises, en fait, qui aussi, si on est motivé, on s'adapte, qui sont aussi très volontaires pour former. Donc, c'est aussi un choix d'entreprise aussi, je pense. Donc, voilà. Est-ce que j'ai vu toutes les questions? Ah oui. Ah, très, très bonne question. As-tu déjà eu l'impression lors d'un entretien que ton parcours atypique a été un frein pour une embauche? Non, pas du tout. Au contraire, j'ai l'impression que ça attirait souvent l'œil des recruteurs et ça me permettait vraiment de me distinguer. Et au final, les gens ont toujours été très curieux, m'ont posé des questions et ça n'a jamais été négatif. Je suis tout à fait d'accord avec Morgane. Moi aussi, j'ai un parcours un peu. J'ai fait une reconversion et c'est vrai que c'est une question de narrative aussi, de la manière dont on l'amène. Enfin, les parcours différents, ça crée de la richesse en entreprise. Donc, Exactement. Voilà. Je ne sais pas si on a encore le temps pour quelques questions. Peut-être qu'on va passer au... Il y a d'autres questions, mais du coup, comme c'est des questions, on peut peut-être passer au prochain talk. À part, c'est encore d'autres questions pour Morgane en particulier. Je regarde. Si tu en vois, Morgane, n'hésite pas à me le dire. Ah, il y en a une, comme tu as parlé du remote, c'est intéressant. Pensez-vous que les entreprises vont désormais accepter les embauches en full remote, y compris après le déconfinement? Je pense que justement, ça va commencer à se développer de plus en plus. Je sais que dans pas mal d'entreprises, ça commence à être des discussions pour faire de plus en plus de remote, accepter de plus en plus ça, parce que tout simplement, les entreprises se rendent compte que ça marche bien et que les gens sont productifs et que ça fonctionne plutôt bien, quoi. Ouais. Alors, dernière question pour quelqu'un qui a raté le début, qui souhaiterait savoir où est-ce que tu as effectué ta formation. Quelle formation, du coup? Ouais, il y en avait plusieurs, mais si tu peux refaire. Du coup, ma classe prépa, c'était à Fontainebleau à l'époque. Mon master, c'était à Paris, à Paris 7, Paris Diderot. Et ma formation de reconversion, c'était à Rueil-Malmaison. Et je ne me souviens plus du nom de l'institut de formation. Mais c'est vraiment connu, quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais juste pour dire, les vidéos seront disponibles après sur YouTube, n'hésitez pas. Donc, si vous avez raté le premier talk ou s'il y a quelque chose que vous n'entendez pas bien, on vous donnera les vidéos, enfin, on les mettra en ligne. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup, Morgane. Merci pour tes réponses aux questions et pour ce super talk. Merci beaucoup, c'était super. Pas de souci, merci.